Le producteur a dit: eh bien, est-ce que quelqu'un voudrait venir dire un poème ou chanter une chanson? Vous savez, juste pour calmer les choses, personne d'autre ne s'est porté volontaire. Alors j'ai dit: elle était la fille à la voix d'or, illuminant les écrans de radio et de télévision, bien avant que le streaming ne soit même une pensée. Petula Clark nous a donné des succès intemporels comme Downtown et son charme a fait d'elle une star dans le monde entier. Mais derrière la musique, sa vie a été un mélange fascinant de famille, d'amour et de résilience. Aujourd'hui, à 92 ans, beaucoup se demandent comment elle passe ses journées. Est-elle toujours train de se produire? Comment sa santé a-t-elle tenu le coup après toutes ces années? À quoi ressemble son monde à aujourd'hui? Rejoignez-nous pour examiner de plus près son parcours et découvrir sa vie actuelle. Mais d'abord, revenons au tout début, les premières années de Petula Clark. Petula Clark est née Sally Clark le 15 novembre 1932 à Usury, Angleterre. Ses parents, Doris et Leslie, travaillaient tous deux comme infirmiers à l'hôpital Long Grove d'Epsom. La famille de sa mère était galloise et son père était anglais. Le prénom inhabituel de Petula avait une histoire amusante derrière lui. Son père l'a créé combinant plaisantant les noms de deux de ses anciennes petites amies, Pet et Ola. Cette blague légère a fini par lui donner l'un des noms les plus célèbres de la musique. Clark a passé une grande partie de son enfance à Aberkinad, un village près de Merthyr Tydfil, au pays de Galles, où son grand-père travaillait comme mineur de charbon. Son tout premier public est venu 1939 lorsqu'elle a chanté au Collier's Arms à Aberynad. Elle s'est souvenue plus tard avoir vécu juste à l'extérieur de Londres pendant le Blitz. Elle a parlé d'avoir regardé les batailles dans le ciel et d'avoir couru avec sa sœur vers les abris anti-aériens lorsque la sirène sonnait. À seulement 8 ans, elle a eu sa première connexion avec la BBC. Les enfants étaient invités à enregistrer des messages pour les membres de leur famille qui servaient dans les forces armées. Les enregistrements étaient conservés au Criterion Theatre, qui était souterrain et sûr pendant les raids aériens. Lorsque les sirènes retentissaient, certains enfants étaient bouleversés. Un appel a été lancé pour savoir si quelqu'un pouvait chanter pour calmer la pièce. Petula s'est courageusement avancé et a chanté Mighty Like a Rose. Les producteurs ont tellement aimé sa voix qu'ils l'ont enregistrée. Ce petit moment est devenu le début d'un voyage qui allait façonner toute sa vie. Enfant, Petula aimait chanter dans la chorale de la chapelle et avait un don particulier pour le mimétisme. Elle divertissait souvent sa famille et ses amis imitant des stars comme Vera Lynn, Carmen Miranda et Sophie Tucker. Son père encourageait son amour pour la scène. 1934, il l'emmena voir Flora Robson dans une production théâtrale de Mary Stuart. Petula se souvient plus tard de cette soirée disant: je me suis décidée sur le champ à devenir actrice. Je voulais être Ingrid Bergman plus que tout au monde. Pourtant, ses premières performances n'ont pas été dans le domaine de l'interprétation, mais dans le chant. 1945, elle chante avec un orchestre au grand magasin Bentles à Kingston upon Thames. Pour sa prestation, elle a été récompensée par une boîte de caramel et une montre-bracelet or. C'était le début d'une carrière qui n'allait jamais cesser de croître. La première percée, le premier grand pas de Petula dans le monde du divertissement, a eu lieu alors qu'elle n'avait que 9 ans. Octobre 1942, elle a assisté à une émission de radio de la BBC avec son père, dans l'espoir d'envoyer un message à son oncle qui servait à l'étranger. L'émission a été retardée à cause d'un raid aérien. Pour calmer le public, le producteur a demandé si quelqu'un pouvait se produire. Une fois de plus, Petula s'est avancée et a chanté Mighty Like Heroes. La réaction a été incroyable, le public l'a adorée et on lui a demandé de répéter la chanson pour les auditeurs de l'émission. Ce seul moment s'est transformé des centaines de spectacles. Au fil du temps, elle est apparue dans environ 500 programmes conçus pour remonter le moral des troupes britanniques pendant la guerre. Elle a rapidement gagné le surnom de Chérie chantante. Elle a même fait une tournée avec une autre enfant star, Julie Andrews, à travers le Royaume-Uni. Sa popularité était si grande qu'elle s'est produite pour le roi George VIe, Winston Churchill et le chef militaire Bernard Montgomery.
Les soldats collaient même ses photos sur leurs chars pour leur porter chance. Certains l'appelaient la Shirley Temple britannique, sa renommée n'a cessé de croître et de nouvelles portes ont commencé à s'ouvrir. 1944, alors qu'elle se produisait au Royal Albert Hall de Londres, elle a été remarquée par le réalisateur Maurice Elvey. Il lui a offert le rôle d'une orpheline de 12 ans dans son drame de guerre Metal for the General. Après cela, elle est apparue dans d'autres films comme Strawberry Roan, I Know Where I'm Going, London Town et Here Come the Huggets. Elle a également travaillé aux côtés d'Anthony Newley dans Vice Versa, réalisé par Peter Hoff, et avec Alec Guinness dans The Card. Son talent ne se limitait pas au cinéma et au théâtre. 1945, elle a même été présentée dans le magazine de bande dessinée Radiophone, présentée comme Radio's Mary Mimic, mais malgré tout ce succès, Patula estimait qu'elle avait joué des rôles d'enfant trop longtemps et qu'elle voulait passer à un travail plus sérieux. Cette détermination l'a conduite à la télévision. 1946, elle est apparue dans une émission de variété de la BBC intitulée Cabaret Cartoons. La prestation a été si réussie qu'on lui a offert sa propre série. 1950, elle animait Pets Parlor, ce qui lui a valu encore plus de reconnaissance. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Joe, Mr. Piano Henderson. Il est devenu son collaborateur musical et son partenaire romantique pendant environ 10 ans. 1949, Henderson la présente au producteur de disques Alan A. Freeman, qui, avec le père de Patula, a formé Polygon Records. Cela a donné à Pula sa première chance d'enregistrer des chansons. Sa toute première sortie a été Put Your Shoes on Lucy. Elle a là également enregistré des duos avec le chanteur Benny Lee pour Decca, trouvant son son. La carrière de Petula a vraiment commencé à briller dans les années 1950. Elle a eu une série de succès au Royaume-Uni, dont The Little Shoemaker, 1954, Morca, 1955, Soudain, Il y a une vallée, 1955, et With All My Heart, 1956, The Little Shoemaker est devenu un succès international et a même atteint le numéro 1 Australie. Ce n'était que le début de son succès mondial. Polygon Records, le label dans lequel sa famille avait investi, a ensuite été vendu à Nixa Records 1955, qui faisait partie de Pi Records. Cela signifiait que Patula était maintenant officiellement signée chez Pi, un label avec lequel elle est restée jusqu'au début des années 1970. Elle a également manifesté un intérêt pour le soutien de nouveaux talents. Elle a encouragé Joe Henderson à enregistrer sa propre musique et il a eu 5 succès au palmarès entre 1955 et 1960. Mais Patula elle-même ne ralentissait pas. Elle regardait au-delà du Royaume-Uni et a rapidement jeté son dévolu sur l'Europe. 1967, elle a été invitée à se produire à l'Olympia de Paris, l'une des salles les plus célèbres de France. Elle y est allée se sentant nerveuse, surtout qu'elle avait un mauvais rhume. Mais la prestation a été un succès et le public l'a adorée. Le lendemain même, elle a été invitée chez Vogue Records où elle a rencontré son futur mari, Claude Wolff. Elle a été immédiatement attirée par lui et lorsqu'on lui a dit qu'elle travaillerait avec lui si elle signait, elle a accepté. Cette décision a non seulement façonné sa carrière, mais aussi sa vie personnelle, devenant une star européenne. 1960, Patula était tournée France et Belgique avec le chanteur Sacha Distel, qui est resté son ami proche toute sa vie. Elle a commencé à enregistrer français, allemand, italien et espagnol, élargissant ainsi sa portée à travers l'Europe. Même tout construisant sa carrière France, elle a continué à marquer des succès au Royaume-Uni. 1961, sa chanson Sailor a atteint le numéro 1 Grande-Bretagne, suivi de Romeo et My Friend the Sea, qui ont toutes deux atterri dans le top 10 la même année. Romeo s'est même vendu à plus d'1 million d'exemplaires et lui a valu un disque d'or de la Recording Industry Association of America. France, elle a enregistré Yaya Twist, une version française de la chanson Yaya de Lee Dorsey. C'est devenu la seule chanson twist d'une femme à connaître un grand succès. Un autre grand succès a été Chariot, que beaucoup ont connu plus tard sous le nom de I Will Follow Him. Les chansons de Pula ont également été enregistrées allemand et italien et ont trouvé un large public. Elle a même interprété des chansons de Serge Gainsbourg qui sont devenues de fortes vendeuses pendant cette période.
Patula a également reçu un cadeau que peu d'artistes ont jamais reçu. Jacques Brel lui a donné l'une de ses propres chansons Un fond. Elle l'a interprétée lors de leur tournée ensemble et une version directe de la chanson a été classée au Canada. Cet tas des talents s'étendait également au-delà du chant. 1963, elle a écrit la bande sonore du film policier français Autotiers et est apparue dans un rôle de camé tant qu'elle-même. Elle a ensuite composé des partitions pour d'autres films, dont Entrailles 1963, Rêve d'une femme 1964, La bande à Babel 1966 et même Pan 1989. Des décennies plus tard, certains de ces thèmes ont été publiés sur un CD intitulé In Her Own Right. Sa carrière diversifiée a fait d'elle une véritable star internationale. Elle a été honorée 3 fois dans l'émission populaire This Is Your Life 1964, 1975 et 1996, ce que très peu d'artistes ont jamais réalisé. Son parcours avait commencé dans la Grande-Bretagne temps de guerre, mais dans les années 1960, elle était devenue l'une des artistes les plus aimées d'Europe. Et ce n'était que le début de la carrière légendaire qu'elle mènerait pendant des décennies. La percée de Downtown. 1964, la carrière de Petula Clark Grande-Bretagne avait commencé à ralentir. Elle enregistrait toujours, mais l'étincelle avait disparu. Cela a changé lorsque Tony Hatch, un compositeur et arrangeur, est venu la voir à Paris. Il a apporté plusieurs chansons, mais aucune n'a attiré son attention. Puis, presque par désespoir, il a joué quelques accords d'un air qu'il avait commencé visitant New York. La mélodie était entraînante et Petula lui a immédiatement dit que si les paroles correspondaient à l'air, elle voulait que ce soit son prochain single. Cette chanson est devenue Downtown, aucun d'eux n'imaginait à quel point elle deviendrait grande. Sortie à la fin de 1964 dans plusieurs langues, Downtown a explosé à travers le monde. C'était un succès au Royaume-Uni, France, aux Pays-Bas, Allemagne, Australie, Italie, au Japon, Inde et même Rhodésie. Lorsque le dirigeant de Warner Brothers, Joe Smith, l'a entendu à Londres, il a rapidement acheté les droits pour les États-Unis. Le pari a porté ses fruits. Janvier 1965, Downtown a atteint le numéro 1 Amérique, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires là-bas seulement. La chanson a également valu à Petula son premier Grammy pour le meilleur enregistrement de rock and roll. Plus important encore, cela lui a donné une toute nouvelle identité, non seulement tant que chanteuse Europe, mais tant que superstar internationale. Ce succès n'était que le début, car juste après Downtown, et c'est venu un flot de succès qui ont fait d'elle l'une des chanteuses les plus reconnues des années 1960. Succès, renommée et controverse. Suite au succès de Downtown, Petula a livré un succès après l'autre aux États-Unis. Des chansons comme I Know a Place My Love, A Sign of the Times, I Couldn't Live Without Your Love, Don't Sleep in the Subway et This Is My Song ont rempli les sondes. My Love lui a même donné un deuxième disque numéro 1 Amérique. Elle était désormais un nom connu. Elle a remporté un Grammy pour I Know a Place et des décennies plus tard, Downtown a été intronisé au Grammy Hall of Fame. Avec les disques est venue la renommée de la télévision. Petula est devenue un visage familier dans les émissions de variété américaines animées par Ed Sullivan et Dean Martin. Elle est apparue dans Halalu Shindig et le Hollywood Palace. Elle a été invitée à des émissions spéciales musicales et a même animé les siennes, mais l'une de ces émissions l'a placée au centre d'une tempête culturelle. 1968, NBC lui a demandé d'animer une émission spéciale de télévision. L'un de ses invités, c'était Harry Belafonte. Ensemble, ils ont chanté sa chanson anti-guerre On the Path of Glory. Pendant la prestation, Petula a tendu la main et a touché le bras de Belafonte. Un commanditaire de l'émission a paniqué, craignant des réactions négatives dans le Sud à cause d'une femme blanche touchant un homme noir à la télévision. Il a exigé que la scène soit remplacée par une version plus sûre. Mais Petula et son mari Claude Wolff, qui produisaient l'émission, ont refusé. Ils ont détruit toutes les autres prises et ont livré la version finale avec le moment intact.
Le commanditaire a perdu son emploi et l'émission spéciale a été diffusée seulement 4 jours après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Les codes d'écoute étaient énormes et les critiques l'ont salué. Le moment est encore rappelé comme une position audacieuse à la télévision directe. Et pour Petula, cela a montré qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une femme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions, sur scène et à l'écran. À la fin des années 1960, Petula ne régnait pas seulement sur les palmarès, elle se lançait également dans le cinéma et le théâtre. Elle a joué avec Fred Astaire dans Finian Rainbow 1968, un rôle qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. L'année suivante, elle a joué aux côtés de Peter Houle dans Goodbye Mr. Chips, une autre comédie musicale qui lui a valu une grande attention. Même temps, elle a continué à faire des tournées à travers les États-Unis, se produisant dans des superclubs légendaires comme le Copacabana à New York et le Coconut Grove à Los Angeles. Elle était également connue pour encourager les jeunes talents. 1968, elle a amené le compositeur français Michel Colombier-Amérique et l'a présenté à Herb Alpert. Columbia est devenue célèbre plus tard pour son travail avec des artistes comme Prince. Richard Carpenter a également reconnu que Petula l'avait présenté ainsi que sa sœur Karen à Albert, ce qui a contribué au lancement de la carrière des Carpenters. Petula était amie avec de nombreuses stars, dont Elvis Presley. Elle a ri plus tard de la façon dont Elvis flirtait avec elle et Karen Carpenter dans les coulisses, disant « Il ne nous a pas eus exactement, mais il a fait une sacrée bonne tentative. Je ne vais plus parler. » Elle était également présente dans des moments historiques. Alors qu'elle se produisait à Montréal 1969, elle avait du mal avec des hecklers qui n'aimaient tant pas qu'elle alterne entre l'anglais et le français. Elle a demandé conseil à John Lennon et a fini par se joindre à lui et à Yoko Ono lors de leur célèbre protestation de Bedin. C'est ainsi que la voix de Petula s'est retrouvée comme l'une des choristes de l'hymne de Lennon, Give Peace a Chance. Le 15 novembre 1969, son concert et Evening with Pula sont devenus la toute première émission couleur sur BBC 1. C'était encore une autre première dans sa longue liste de réalisations, prouvant que sa carrière était remplie de jalons historiques, de réinvention et de longévité. Les années 1970 ont apporté plus de musique, bien que son attention ait commencé à se déplacer. Elle a sorti des singles comme Melody Man, The Song of My Life et Loving Arms, mais elle a également réduit son activité pour passer plus de temps avec sa famille. Elle est devenue un visage familier dans les émissions de télévision et a même fait une apparition dans le Muppet Show. 1981, elle est remontée sur scène grand, jouant Maria Von Trapp dans La Mélodie du Bonheur à Londres. Maria elle-même a qualifié Petula de meilleure Maria de tous les temps. Le spectacle a battu des records et Petula a prolongé sa série pour répondre à la demande. Elle a même été nommée pour un Laurence Olivier Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale. 1983, elle a ému le public du Royal Albert Hall avec une interprétation sincère de For All We Know, hommage à son amie Karen Carpenter, décédée seulement 2 jours auparavant. Pula a ensuite joué dans Candida et a écrit la musique du spectacle Someone Like You. Elle est apparue à Broadway dans Blood Brothers 1993 et a repris le rôle emblématique de Norma Desmond dans Sunset Boulevard, l'interprétant plus de 2500 fois. Elle a continué à enregistrer aussi avec des faits saillants comme le remix disco Downtown 88 qui l'a ramené dans le top 10 britannique. Elle y a été reconnue pour ses contributions lorsque la reine Elisabeth II l'a nommée commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique 1988. Même dans ces dernières années, elle a refusé de ralentir, elle a fait des tournées dans le monde entier, enregistré de nouveaux albums et réalisé des documentaires. Elle s'est produite au Montreux Jazz Festival, a animé une émission spéciale de PBS et a même retourné sur la scène du West End dans Mary Poppins dans le rôle de la femme aux oiseaux 2019. 2023, elle est apparue au concert Old Friends de la BBC chantant I'm Still Here. Mais qu'est-il de sa vie personnelle ? Les questions de cœur.
1955, Petula Clark était liée de manière romantique à Joe Mr. Piano Henderson. La relation a créé une tempête de spéculation, beaucoup s'attendant à ce que les deux se marient. Ils ont travaillé étroite collaboration et les fans ont commencé à les voir comme un couple à la fois dans la musique et dans la vie, mais la renommée commençait à peser sur leur relation. La carrière de Petula France ne faisait que commencer et Henderson ne voulait apparemment pas être connu sous le nom de Monsieur Petula Clark. Avec le temps, il a décidé de s'aller. Bien que la romance ait pris fin, les deux sont restés amis et ont même continué à collaborer. Leur dernier projet ensemble a été la série radio de la BBC Pet and Mr. Piano, un adieu symbolique à leur lien professionnel. Des années plus tard, Henderson a écrit une ballade sur leur rupture intitulée « There's Nothing More to Say ». Petula l'a incluse sur son LP. Autrement dit, marquant la fin de ce chapitre, la vie lui a rapidement présenté de nouveaux amis dans le monde du divertissement. 1967, elle a assisté au mariage de son ami proche Charles Aznavour à Las Vegas tant que témoin aux côtés de Sammy Davis Jr. À peine une décennie plus tôt, octobre 1967, son parcours professionnel avait pris une tournure importante à l'Olympia de Paris. Elle s'est produite pour Musicarama, une émission de radio directe, et a rapidement été invitée chez Vogue Records. C'est là qu'elle a rencontré Claude Wolf, un jeune publiciste. Elle a été immédiatement attirée par lui et lorsqu'on lui a dit que Wolf travaillerait avec elle si elle signait pour enregistrer français, elle a accepté. Leur partenariat s'est rapidement transformé romance. Juin 1961, Petula et Claude se sont mariés, fondant une famille qui finirait par comprendre 2 filles et un fils. Plus tard, ils ont accueilli 2 petits-enfants. Pour Petula, la vie de famille était significative mais aussi difficile. Elle a admis plus tard que son emploi du temps chargé l'avait éloignée de ses enfants pendant leurs jeunes années et elle regrettait de ne pas être aussi proche d'eux qu'elle l'aurait souhaité. 2013, elle a ouvertement partagé que sa relation avec Wolf n'était plus romantique. Pourtant, leur histoire est restée affondée et durable. Malheureusement, Wolf est décédé le 20 mars 2024, clôturant un chapitre important de sa vie personnelle, de ses choix, de ses convictions et de sa maison. La vie personnelle de Petula Clark reflète également ses pensées sur la politique et l'appartenance. 1969, après que Margaret Thatcher est devenue la première femme Premier ministre de Grande-Bretagne, Petula, lui, a envoyé un télégramme de félicitations. Elle a écrit « Félicitations, si heureuse pour vous et pour la Grande-Bretagne ». La même année, elle s'est même produite lors d'un rassemblement de jeunes conservateurs. Cependant, ses opinions n'ont jamais été limitées à un seul camp. 2002, elle a assisté à une collecte de fonds pour Tony Blair, le Premier ministre travailliste, montrant que son soutien pouvait franchir les lignes politiques. Malgré tout, son véritable sentiment d'appartenance est resté dehors de la politique et dans sa vie familiale. Depuis les années 1960, Petula a fait de Genève, Suisse, sa résidence permanente. L'environnement paisible lui a donné un équilibre alors qu'elle continuait à se produire dans le monde entier. Genève lui a également offert du temps famille car elle y vivait avec son mari, ses enfants et plus tard ses petits-enfants. Elle a également gardé un chalet dans les Alpes françaises où elle aimait skier et un endroit à Chelsea, à Londres. Ces maisons reflétaient son style de vie enraciné Europe mais connecté au monde. Sa famille et ses maisons lui ont donné une stabilité alors que sa carrière continuait d'évoluer. Mais sa santé allait bientôt apporter ses propres défis et des moments dramatiques. Santé et résilience. Bien que Petula Clark ait mené une vie active et saine, elle n'était pas étrangère aux problèmes de santé. Dans une interview accordée au Daily Mail, elle a décrit sa pire crise de santé tant que jeune femme. À 21 ans, elle a eu besoin d'une opération d'urgence pour se faire retirer l'appendice. L'opération était censée résoudre le problème, mais elle a plutôt entraîné une douleur encore plus grande. Petula s'est souvenue « Je me suis fait enlever l'appendice lors d'une opération d'urgence à 21 ans. J'avais de fortes douleurs après et ça n'a cessé de s'aggraver. 6 mois plus tard, ils ont dû me rouvrir et ont constaté que j'avais développé des adhérences internes autour du tissu cicatriciel qui s'était gangrené. Les médecins ont retiré une partie de son intestin au cours de l'intervention d'urgence.
Pour ses parents, l'expérience a été terrifiante. Elle s'est souvenue, mes parents étaient hors d'eux, mais je n'ai jamais eu de problème à ce niveau depuis. Il n'y a qu'une cicatrice fanée de quelques centimètres. L'épreuve aurait pu lui laisser des problèmes de santé durables, mais elle a réussi à se rétablir complètement. Depuis, elle est restée remarquablement bonne santé. À l'âge de 89 ans, elle se décrivait toujours comme active et forte. Vivre à Genève l'a aidée à maintenir sa forme physique. Elle a admis qu'elle montait souvent les escaliers courants et qu'elle appréciait l'activité physique dans son chalet de montagne. Elle a ri disant qu'elle n'avait pas de problèmes avec les genoux défectueux. Elle a expliqué qu'elle n'avait jamais compté sur beaucoup de pilules ou de vitamines et qu'elle n'avait suivi qu'une seule fois de sa vie un régime, le régime Atkins, qu'elle avait essayé de suivre pour perdre le poids de bébé après avoir accouché. Malgré le danger auquel elle a été confrontée à 21 ans, Petula Clark est ressortie plus forte. La cicatrice estompée était un rappel du risque, mais sa vie après a été remplie d'énergie et de résilience. Son histoire a montré non seulement son talent, mais aussi sa détermination à continuer d'avancer, que ce soit dans sa carrière ou dans sa santé. La chanson qui a tout changé. Janvier 1975, la chanson Downtown de Petula Clark a atteint le numéro 1 des palmarès américains. L'air parlait d'échapper aux soucis quotidiens, se dirigeant vers la ville et trouvant de la joie dans les lumières et le bruit. Elle lui a valu un prix Grammy pour le meilleur enregistrement rock'n'roll et est apparue dans des émissions de télévision comme Lost et Seinfeld, ainsi que dans des films comme Girl Interrupted. Mais l'histoire de ses débuts était simple. Petula vivait à Paris avec son mari français à l'époque. Elle était déjà populaire Europe, chantant français, italien et allemand. Puis Tony Hatch, un jeune producteur de Pye Records à Londres, est venu la voir. Il lui a dit qu'elle devrait aussi enregistrer anglais. Au début, elle n'était pas convaincue. Elle a dit « Je vais bien comme je suis, mais nous devons trouver la bonne chanson ». Hatch s'est assise au piano et a commencé à jouer un air qu'il venait de commencer à écrire. Petula s'est souvenue « Je suis revenu dans la pièce avec le thé et j'ai dit « C'est un air formidable, pouvez-vous écrire des paroles à la hauteur de la musique ?» Il a dit « Je vais faire une sacrée bonne tentative », j'ai dit « Eh bien, alors je le ferai ». 2 semaines plus tard, ils ont enregistré Downtown à Londres. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que la chanson explose comme elle l'a fait, emportée sous les projecteurs. La sortie de Downtown a été comme une tempête. Elle est rapidement devenue un succès non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada, Australie et dans le monde entier. Petula a décrit à quel point il n'était pas préparé à son succès. Nous ne nous sommes pas rendu compte que nous avions enregistré un monstre. Soudain, c'est devenu un succès dans le monde entier. Le moment était parfait. Les Beatles avaient déjà ouvert des portes aux artistes britanniques Amérique et Petula a été entraînée dans ce qui est devenu l'invasion britannique. Bientôt, des émissions comme le Ed Sullivan Show la suppliaient d'apparaître. La première fois qu'elle a chanté Downtown Amérique, c'était à New York. Elle venait d'arriver de Paris et était complètement décalée horaire. Il n'y a pas eu de répétition. Elle est montée directement sur scène devant un public et un orchestre direct. Pour rendre les choses plus angoissantes, l'orchestre a commencé à jouer la chanson trop vite, mais le public ne s'est pas soucié. Petula s'est souvenue, les gens se sont levés et ont applaudi quand je suis monté sur scène. Ce moment a marqué le début de son histoire d'amour avec le public américain. Mais le succès est aussi venu avec des défis. Elle avait déjà des contrats Europe et une carrière bien remplie là-bas. Maintenant, l'Amérique appelait non seulement pour New York, mais aussi pour Las Vegas et Los Angeles. Elle avait aussi 2 jeunes enfants à la maison. Elle a expliqué que cela a fait compliquer ma vie beaucoup, mais d'une manière plutôt merveilleuse. Malgré le stress, elle pensait que les voyages étaient une excellente éducation pour ses enfants. Ils ont grandi avec des souvenirs d'une vie remplie d'expériences que la plupart des enfants n'ont jamais. Les histoires derrière la chanson. Au fil des ans, Downtown est devenue plus qu'un simple disque à succès. Elle est devenue une partie de la vie des gens. Petula a partagé comment les fans lui racontaient souvent des histoires personnelles sur ce que la chanson signifiait pour eux. Certains soldats combattant au Vietnam lui ont dit « Votre chanson nous a aidés, nous a donné le courage de continuer ». Elle a admis que lorsque vous enregistrez une chanson pour la première fois,
Vous ne savez jamais à quel point elle touchera les gens. Chaque auditeur retire quelque chose de différent. Pour certains, c'était une chanson d'évasion, une façon d'oublier leurs soucis. Pour d'autres, elle est devenue liée à des souvenirs importants. Ce pouvoir est ce qui a maintenu la chanson vie pendant des décennies. Spétula elle-même a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une telle portée. À l'époque, elle se concentrait simplement sur le fait de bien chanter et de faire son travail. Mais avec le temps, elle a compris que la musique pouvait apporter espoir et réconfort bien au-delà du studio d'enregistrement. Et comme elle avait déjà bâti une carrière dans plusieurs langues, sa musique a voyagé encore plus loin. Elle a expliqué « Je suis anglaise, mais je suis tombée amoureuse d'un Français. Alors, je suis allée vivre France, je suis devenue une star France, ce qui signifiait que je devais chanter français. Puis les Italiens ont voulu que je chante italien, puis allemand. Petit à petit, ça s'est répandu. Et j'adore chanter italien, avouons-le, c'est la langue de l'opéra. Sa capacité à chanter dans plusieurs langues la rendait unique. Et cela l'a aidé à toucher un public dans le monde entier, chantant encore aujourd'hui. Même dans ces dernières années, Petula Clark n'a jamais cessé de se produire. Dans sa quatre-vingtaine, elle était encore tournée aux États-Unis, voyageant et même dormant dans un bus de tournée. Quand on lui a demandé pourquoi elle continuait, elle a répondu « Honnêtement, j'aime juste le faire. C'est vraiment la raison. J'ai du mal à imaginer ma vie sans cela. » Pour elle, se produire n'était pas seulement un travail, c'était de la joie, de la connexion et même quelque chose de spirituel. Elle a expliqué « Il n'y a rien de tel que ce contact entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans le public. Il se produit une sorte de communion et c'est presque une expérience spirituelle. Même à 92 ans, elle planifiait toujours son prochain grand moment. » Elle a laissé entendre qu'un concert à Londres était préparation avec un orchestre complet et un public direct. Pour elle, c'était toujours excitant. 60 ans après que Downtown ait changé sa vie, Petula Clark prouvait que l'amour de la musique et de la scène ne vous quitte jamais. Sa voix, ses chansons et son histoire avaient traversé les générations. Et bien que le monde l'ait d'abord connue pour une seule chanson, sa passion pour le chant l'a maintenue sur scène pendant des décennies sans aucun signe de ralentissement. Quelle est votre chanson préférée de Petula Clark? Est-ce Downtown ou l'un de ses autres classiques? Partagez vos réflexions dans les commentaires bien ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood.